Bienvenue dans le podcast Ayurveda de Mathilde et Julie, le podcast qui rend vivant. Nous te partageons ici des clés pour trouver ton équilibre, ta clarté, ta vitalité au travers de sujets inspirés et inspirants. Nous donnons la parole aux personnes qui, comme nous, servent, explorent et expérimentent le vivant. Si toi aussi, tu désires cultiver ce oui à la vie, alors bienvenue et bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Ayurveda de Mathilde et Julie pour un nouvel épisode. On est ravis aujourd'hui d'interviewer Arnaud Herpin, thérapeute en Ayurveda, qui va venir nous parler de la conscience. Merci beaucoup Arnaud d'être présent parmi nous aujourd'hui. Bonjour Arnaud, bonjour à tous. Bonjour les filles, bonjour les auditeurs. Merci pour l'invitation. Merci de me donner la parole sur un sujet comme ça. J'aime beaucoup. Merci beaucoup. Super. Alors Arnaud, est-ce que tu peux nous donner quel est ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser au thème de la conscience? Mon parcours, on va dire mon parcours d'études. Moi, après le bac, j'ai fait des études de psychologie et encore aujourd'hui, c'est un peu mon fil conducteur, tout ce qui touche à la psychologie. Par contre, je me suis rendu compte assez vite qu'en psychologie, on parlait jamais du corps et c'est ce qui m'a amené, justement, c'est ce qui m'a amené à l'Ayurveda, en fait. Au début, la naturopathie et puis, très vite l'Ayurveda où, je me suis formé en conseiller consultant et puis après au massage et puis, la préparation des huiles, on va dire un peu tout ce qui touche à le massage et le soin corporel en Ayurveda. Et puis après, j'ai poursuivi dans le massage avec la réflexologie plantaire parce que je trouvais que c'était un outil merveilleux qui alliait le massage et la psychologie, puisque en réflexologie, on est un peu en face à face et on peut utiliser à la fois le toucher et l'art du discours. Donc, j'adore cette technique pour ça. Et je continue mes études encore aujourd'hui en psychologie et en fait, je crois que j'ai jamais arrêté les formations depuis le bac, en fait. Donc, voilà un peu mon parcours. Et il y avait une deuxième question, je sais plus. La question, c'était qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser vraiment au thème de la conscience? Déjà, c'est un thème, c'est un thème central dans la psychologie. Après, je crois qu'il y a eu des moments importants pour moi, on va dire, dans mon parcours. J'ai eu l'occasion de faire diverses expériences qui nous amènent à expérimenter différentes formes de conscience. Ce qu'on appelle les états de conscience élargis ou modifiés ou des états de transe et ça, c'est vrai que ça a été quand même pour moi dans ma vie, quelque chose de très important. C'est des expériences qui m'ont profondément transformé et alors après quand j'ai vu que dans la littérature, on avait utilisé ces expériences au bénéfice de la thérapie, du soin, de la santé ou de l'évolution personnelle ou du développement personnel comme on appelle aujourd'hui. Là, ça a été un peu une révélation pour moi, en fait, de voir que alors c'est vrai que c'est pas beaucoup fait dans la littérature française, mais alors si on regarde un peu ce qui se passe aux États-Unis ou simplement dans d'autres pays, en fait, il y a énormément de personnes de la communauté scientifique qui se sont penchées de manière, du coup, scientifique et rigoureuse sur, comment la conscience et tous ces états peuvent être mis au service de la santé. Et donc voilà, c'est un monde immense et c'est avec joie qu'on plonge dedans. Super, merci beaucoup Arnaud. Ça met l'eau à la bouche. C'est ça. Là, je sens déjà que ça éveille la conscience de dire tiens, mais qu'est-ce que la conscience? Qui est d'ailleurs la question suivante. Est-ce que tu pourrais nous proposer une définition de qu'est-ce que la conscience? Oui, on peut faire ça. C'est quand même quelque chose qu'on essaye de faire depuis, longtemps, de définir la conscience. Il y a pas à ma connaissance une définition qui fait, consensus donc comme tu l'as bien dit, on va faire des propositions. Donc déjà la conscience est un mot et souvent quand on veut définir des mots, on utilise, souvent l'étymologie alors l'étymologie, ça veut dire quoi? C'est un peu la science, du vrai. C'est-à-dire que, alors pour faire simple, la langue française, elle est pas première, elle vient, on va dire aux 2 tiers du latin, un tiers du grec. Donc, la plupart de nos mots, en fait, ont des racines, de langues plus anciennes. Et d'ailleurs, on dit que le français est une langue indo-européenne parce que, l'origine du français, c'est le sanskrit. Donc, déjà, on peut faire déjà un premier pont avec l'Ayurveda. On verra peut-être au travers de cet, entretien qu'il y a beaucoup de mots français qui ont leurs racines dans le sanskrit. Bon bref, parenthèse.
L'étymologie, c'est un peu chercher justement la racine des mots et voir ce qu'ils expriment. Donc c'est une manière un peu, scientifique et méthodique d'étudier le langage. Donc le mot conscience, quand il y a «con» quelque part, ça veut dire «avec». Donc conscience, c'est avec science et la science, en fait, c'est le savoir. Donc conscience, c'est savoir avec. Avec quoi? Je laisse la question ouverte. Mais voilà, quand on a consonné, c'est sonner avec, voilà, c'est tout simplement savoir avec. Alors si on va un peu plus loin dans une envie de définition, souvent on définit la conscience par, «je sais que je sais». C'est-à-dire je sais que je suis en train de savoir. Ou autrement dit, avec une phrase un peu plus compliquée, c'est l'autoconnaissance des activités internes et spontanées de la psyché. Donc c'est le fait de faire quelque chose et de le savoir que je suis en train de le faire. Et donc là, j'ai utilisé un nouveau mot qui s'appelle, la psyché. La psyché qu'on met beaucoup en lien avec la conscience, avec l'esprit et peut-être qu'on va essayer de définir un peu ces termes ensemble. La psyché, c'est un mot grec, et on le traduit par le mot âme. Donc on va aussi peut-être définir l'âme parce que c'est tout à fait en lien avec le sujet d'aujourd'hui, la conscience. Mais la psyché d'abord et on va utiliser alors comme je l'ai dit, parfois l'étymologie est quelque chose de très scientifique, d'assez rigoureux pour définir, mais on va voir qu'on peut utiliser aussi le langage de plein d'autres manières qui peuvent nous amener à découvrir des sens cachés des mots et là aussi, ça fait un pont avec l'Ayurveda parce que quand on utilise le langage de cette manière, c'est un peu utiliser, le langage et l'expression comme un art. De voir que, au travers du langage, il y a des sens cachés, des choses qui se révèlent exactement comme le fait un artiste avec son œuvre d'art et donc, la psyché, c'est aussi un mot français qui désigne pardon, un miroir dans lequel on se voit intégralement et donc, qu'est-ce qui se passe quand on se voit intégralement? C'est-à-dire qu'il y a mon reflet, il y a donc une réflexion. Il y a donc, en fait, quelque chose qui se replie sur lui-même et c'est exactement ça le mouvement de la conscience. C'est la capacité de réflexion, c'est-à-dire la capacité à se replier sur elle-même, à se voir elle-même. Donc, j'aime bien utiliser, voilà, comme ça, des images pour, essayer de saisir des concepts qui peuvent parfois être compliqués et puis décrits avec, plein de mots très longs dans une grande page, alors que parfois une image, peut nous le montrer. Donc, la psyché, ça serait l'âme ou, la conscience, comme on l'a dit, cette capacité à se refléter sur elle-même. Est-ce que la conscience et l'âme seraient des synonymes? Alors pas tout à fait. L'âme, ça vient pour le coup du mot latin anima. Le mot latin anima a donné plein de mots français comme, animé, animation, animal, âme et là, c'est intéressant parce que ça nous donne aussi une piste de compréhension de ce qu'est l'âme, qui pourrait être, peut-être quelque chose qui vient animer. Animer quoi? Animer la matière parce que souvent on décrit, dans notre société chrétienne, l'être humain en tridimension, c'est-à-dire corps, âme, esprit. Donc, 3 parties qui forment un individu et un individu, c'est quoi? C'est quelqu'un d'indivisible, c'est-à-dire c'est une unité, mais qui aurait comme ça 3 pôles: corps, âme et esprit et donc, l'âme serait, peut-être la substance qui permet d'organiser cette matière. Organiser pourquoi? Parce que nous sommes un organisme vivant et qui dit organisme dit organisation, c'est-à-dire que nous sommes structurés. Notre corps lui-même est structuré, c'est-à-dire qu'il y a, des électrons qui tournent autour d'un atome, qui s'assemblent entre eux pour former des molécules. Tout ça forme une structure et de la même manière, on peut voir que la dimension non matérielle de l'être humain, que moi j'appelle la dimension spirituelle, c'est-à-dire qu'on a un pôle matériel, on a un pôle immatériel, c'est ce que j'appelle la vie spirituelle de l'être humain et que cette vie spirituelle, elle aussi est structurée et c'est là où l'Ayurveda est juste incroyable, c'est parce que dans cette compréhension du subtil, de l'immatériel, eh bien en fait, il y a une description de tous ces, procédés subtils, qui nous enrichit énormément à partir du moment où on se met à l'étudier pour le comprendre, pour le connaître, donc pour en avoir, conscience. Donc, là, j'ai introduit des nouveaux mots. On a parlé de l'âme, on a parlé, j'ai introduit le mot corps, j'ai introduit le mot esprit. Alors le corps, c'est la matière et la matière, on le définit souvent par un volume dans l'espace et une masse, à savoir un poids. Et cette matière, est inanimée ou animée et dans notre cas, cette matière est animée. Animée par quoi? Par l'âme et animé, âme, on a vu, c'est la même étymologie, c'est le même mot
Et puis, on a parlé d'un troisième et important composant de l'être de l'individu, à savoir l'esprit. Et j'aime beaucoup ce mot esprit. On l'utilise un peu à tort et à travers. Le mot esprit vient du latin spiritus. Spiritus qui a donné le mot spirituel, qui a donné le mot esprit et qui a donné le mot souffle. Et là, j'adore voir qu'il y a ce lien avec le souffle parce que là, évidemment, pour tous ceux qui, ont déjà, découvert un peu l'Ayurveda, vous pouvez faire le lien qu'il y a entre, l'esprit et le souffle, à savoir ce qu'on appelle prana en Ayurveda et quelque chose qui fait lien justement entre tout ça, qui est à la fois une forme d'énergie, mais en même temps l'énergie elle-même et en même temps une, forme de nourriture et de lien. Donc, l'esprit, ça serait un peu, comment dire? Ce qui permet de faire le lien entre moi, mon individualité et quelque chose d'autre, quelque chose qui nous dépasse, si on veut bien accepter cette, compréhension de l'être humain. Là aussi, peut-être, certains d'entre vous qui ont étudié l'Ayurveda, vous connaissez le mot, Purusha, c'est-à-dire que c'est un mot qui vient quand, quand on étudie l'Ayurveda, on tombe assez rapidement sur le Samkhya-Karika, qui est une, description de comment fonctionne la création et souvent on part, du bas, à savoir de la matière, pour remonter au plus subtil. Purusha étant le plus subtil, étant, l'observateur silencieux, le témoin et c'est exactement de ça dont il s'agit quand on parle du mot esprit. On pourrait appeler ça notre conscience témoin ou encore, si on utilise un vocabulaire chrétien, Hem, donc par exemple, si on prend René Descartes, qui était un scientifique, mais aussi un religieux, il expliquait comme ça que le corps est le temple de l'âme, qui elle-même est le temple de l'esprit. L'esprit étant, l'immanence de Dieu dans l'homme. Dieu ayant 2 caractéristiques dans la théologie chrétienne, il est transcendant et immanent. Immanent, ça veut dire à l'intérieur de chacun d'entre nous et ça serait ça l'esprit. Ça serait la présence divine en nous pour animer l'âme, puis le corps, pour nous rendre vivants, en réalité. Donc, j'aime bien faire ces liens entre les différentes traditions, que ce soit l'Ayurveda ou la chrétienté, parce que, il ne faut pas douter que dans notre culture à nous, qui est chrétienne, mais pas que, il y a des trésors de sagesse et qu'en réalité, je crois que tout le monde raconte la même chose avec, des vocabulaires différents et là, peut-être qu'aujourd'hui, on va pouvoir voir comment on peut faire des liens entre notre propre langage, celui de l'Ayurveda et heu et de voir que ce ne sont pas des traditions séparées les unes des autres, mais en réalité, on peut concevoir ça comme une seule et unique tradition dans laquelle, nous agissons. Donc voilà, bon, j'ai digressé un petit peu, hein, depuis la conscience, on a évoqué pas mal de termes, mais j'ai trouvé que c'était important, intéressant de pouvoir les définir ensemble parce que c'est des mots qui vont quand même, je crois, beaucoup revenir dans notre entretien. Donc j'espère que c'est suffisamment clair ce que je raconte. On a défini un peu la conscience, on a défini l'âme, on a défini le corps, on l'esprit et dans ces définitions, est-ce que, pour essayer de pas partir, trop dans des digressions, est-ce qu'on pourrait se poser la question, est-ce que l'âme et la conscience sont des synonymes? Est-ce que l'un équivaut à l'autre? On pourrait répondre facilement: «Pas tout à fait». Parce que, s'il y a la conscience, il y a également, l'inconscient qui est un mot aujourd'hui qui est largement rentré dans la culture commune. Donc, à savoir que parfois j'ai conscience de quelque chose, ça veut dire que je le connais, je le reconnais. Le mot connaître vient du même mot que conscience, que cognition, c'est-à-dire que je sais, je connais et s'il y a conscience, il y a inconscient. Je fais une dernière petite digression ici parce que, j'aime beaucoup cette manière de voir les choses. Parfois, on oppose, par exemple, le conscient et l'inconscient comme étant, 2 choses égales sur un plan horizontal, la conscience étant d'un côté, l'inconscient de l'autre. Peut-être qu'on peut voir les choses un petit peu différemment. Quand j'ai conscience de quelque chose, quelque part, on pourrait traduire ça par: «Je le vois» et donc si je suis, dans l'obscurité et que j'allume une petite bougie, je vais voir des choses, je vais voir ce qu'il y a devant moi, mais peut-être que je ne verrai pas à 10 mètres. Et là, on peut faire une analogie avec justement la conscience et l'inconscient. Une analogie avec la lumière et l'obscurité, une analogie avec le chaud et le froid et peut-être une analogie avec, le bien et le mal. À savoir que la lumière existe, c'est un phénomène même matériel, c'est un phénomène qui se manifeste. L'obscurité par contre,
n'est pas un phénomène réel. C'est-à-dire que l'obscurité, c'est simplement l'absence de lumière. Le chaud et le froid, ça fonctionne de la même manière. Le froid absolu, je ne sais plus c'est combien, c'est peut-être moins 600 degrés, quelque chose comme ça. C'est l'absence totale de mouvement et donc le froid, en fait, n'existe pas, c'est simplement l'absence de mouvement et donc l'absence de chaleur. Peut-être qu'on pourrait se poser la même question sur le bien et le mal. Est-ce que le bien existe? Est-ce que le mal existe? Ou est-ce que peut-être que le mal, ce serait pas juste l'absence de bien? Eh ben, c'est peut-être pareil pour le conscient et l'inconscient. La conscience existe bel et bien, mais peut-être que l'inconscient, c'est simplement l'absence de conscience. Et de la même manière qu'on peut faire briller une flamme dans l'obscurité et puis la nourrir pour qu'elle grandisse, pour qu'on puisse percevoir de plus en plus loin, eh ben, peut-être qu'on peut faire la même chose avec la conscience, peut-être qu'on peut faire la même chose avec le bien. Et de cette manière, être de plus en plus conscient, être de plus en plus chaleureux et être de plus en plus bienveillant et bienheureux. Donc voilà un peu tout ce qu'on peut raconter, enfin tout ce que je peux vous raconter là tout de suite, autour de la conscience, de comment on peut la définir, de comment on peut s'en saisir, de quelque chose qui est tellement subtil que finalement c'est un peu comme des choses, comme quand on parle de l'amour finalement, on sait tout ce que c'est, mais alors quand on a besoin de le définir à nos enfants, on est un petit peu embêté. C'est pas faux. Mais je crois que pour conclure, si je place ici l'amour, c'est que les liens qu'il y a entre le bien, la lumière, la conscience et l'amour, la confiance aussi, qui sonne très proche du mot conscience. Je crois que tous ces mots ne sont pas exactement des synonymes, mais je crois qu'ils sont profondément liés les uns avec les autres et voilà. Voilà ce que je peux raconter un petit peu sur la conscience, en tout cas dans un premier temps. Je vais sûrement avoir plein d'autres choses qui vont me venir en tête après. J'essaie juste de garder, on va dire, un fil conducteur et une trame pour ne pas perdre nos auditeurs. Super, merci beaucoup Arnaud, c'est déjà passionnant et ça donne envie, enfin moi ça me donne déjà envie de réécouter, réécouter, peut-être prendre des notes et puis venir nourrir mes propres réflexions, mes propres observations. Et c'est d'ailleurs avec ce mot observation que je vais faire un clin d'œil à ce que tu as dit tout à l'heure, puisque si je synthétise très grossièrement pour pouvoir faire un pont avec la question suivante, tu nous as dit que lorsque on a conscience, c'est comme si on pouvait se dire « je vois ». Et l'Ayurveda qui amène à toute cette connaissance de la vie et donc à cette forme de conscience, tout cela se fait, s'expérimente et s'explore au travers du développement de l'observation. Donc, quelque part, d'apprendre à voir. Donc, est-ce que au fur et à mesure que j'apprends, j'expérimente et j'explore la vision intérieure de ma connaissance sur ma nature, sur mes sensations, sur mes ressentis, sur mes émotions, etc., et peut-être même sur ce qui est inconscient, mais qui brille au travers d'autres choses, par le biais de mes fonctionnements, de mes comportements. Est-ce que, au travers de toute cette exploration et cette rencontre avec cette notion de l'observation et donc de je vois ou je le vois, on peut aller jusqu'à se demander en quoi est-ce que la conscience est-elle un allié de notre état d'équilibre au quotidien? Mais c'est une très bonne question, c'est un sujet très vaste. Déjà la question c'est: est-ce qu'on peut faire sans? En réalité, la conscience n'est pas quelque chose que j'ai. C'est-à-dire que c'est une réalité ontologique, ontos du grec, être, c'est-à-dire que je suis conscience. Heu, donc à partir de là, je suis obligé de faire avec. Après, on est tous d'accord qu'on n'a pas le même champ de conscience, à la fois sur nous-mêmes, à la fois sur l'intérieur de nous-mêmes et sur l'extérieur de nous-mêmes. Hem En quoi alors, est-ce que tu veux bien me reposer la question une autre fois pour que je l'intègre, à nouveau, s'il te plaît? Parce que c'est vrai qu'au fur et à mesure que tu parlais, moi, ça m'éclairait sur plein de sujets. C'était génial ton retour. Mais alors, est-ce que tu veux bien me reposer la question encore une fois, s'il te plaît? Avec joie. Donc, en quoi la conscience
est-elle un allié de notre état d'équilibre au quotidien? Ben, déjà, la conscience, c'est quelque chose qui sert d'interface entre mon intérieur et mon extérieur. Là encore, je rebondis sur le prana, heu et l'ayurveda. Prana, c'est aussi bien, l'énergie qu'on a décrit tout à l'heure, mais c'est aussi, dans, Vata dosha, dans les vayus de Vata dosha, c'est, un mouvement qui fait le lien entre l'extérieur et l'intérieur. Et la conscience, c'est exactement ça. C'est du coup, quelque part, ce qui nous permet l'adaptabilité au monde. Et vous savez peut-être que beaucoup définissent, pardon, l'intelligence comme notre capacité à nous adapter et non pas notre capacité à emmagasiner des connaissances, mais notre capacité à nous adapter. Donc, quelque part, la conscience est l'allié le plus précieux que nous avons, parce que c'est celle qui nous le permet via nos sens, nos alors j'aime pas dire nos 5 sens parce qu'en réalité, on en a beaucoup plus que 5, mais en tout cas, on a 5 canaux de sens. Donc, ce sont ces sens qui vont nous permettre de relier notre conscience et cette capacité à nous adapter au monde. Ensuite, la conscience, comment dire? Si j'ai conscience de mon corps, si par exemple on reste sur le domaine de l'ayurveda et donc par exemple de la santé, en ayant conscience de mon corps, je peux donc, faire le but de la conscience. On a dit que d'abord dans l'être, c'est ce qui nous permet l'interface avec le monde, mais à quelle fin, à quelle utilité, à quelle finalité? Eh ben, à celle de l'action en réalité. La conscience me sert à ça. La conscience, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais si la conscience, c'est quelque chose de l'être, cet être possède ou a des facultés. La faculté notamment, la plus importante peut-être, enfin bon, elles sont toutes très, très importantes, mais celle qui on met le plus souvent en avant, c'est ma capacité à juger, à peser, à distinguer, à discerner. Et donc là encore, on fait le lien avec l'Ayurveda. Tout à l'heure, j'ai cité le Samkhya Karika. Il y a dedans ce qu'on appelle buddhi, qui est cette, faculté de discernement, de distinction, de jugement. À savoir que je juge que ceci est bien pour moi et ceci ne l'est pas. Je juge que, là, je ferais mieux de passer par la porte plutôt que par la fenêtre. Que je juge qu'il est bon de manger des carottes plutôt que des graviers. En fait, j'utilise ce jugement des milliers et des milliers de fois par jour. Je crois que ça a été dénombré entre 11 et 13 000 fois par jour. J'utilise cette capacité à juger, à distinguer ce qui est bon pour moi et ce qui ne l'est pas. Bon, la conscience possède d'autres facultés, notamment, la mémoire. Dans cette mémoire, il y a des conditionnements qui sont engrammés, ce qui fait que parfois j'agis, souvent d'ailleurs, par des préconditionnements, des idées préconçues ou des actions préconçues à l'intérieur de moi qui me guident. Le rôle de la conscience, quand on est dans une forme de développement de soi, c'est justement de réexaminer ses comportements acquis, je cherche, je trouve pas mon mot, mais en tout cas ces conditionnements, pour voir s'ils sont toujours d'actualité. Par exemple, hem, si, hier j'ai mangé des carottes et que ça m'a fait vraiment du bien, et ben, du coup, je pourrais emmagasiner ça comme: «Les carottes, c'est bien». Et là, j'ai posé un préjugé, d'accord? Alors que si je fais chaque chose sous l'œil de la conscience, et ben, peut-être que, en me mettant en lien avec moi-même, je vais me rendre compte qu'aujourd'hui, c'est pas cet aliment-là dont j'ai besoin, c'est un autre. Et je pense que la plupart des auditeurs ici sont dans une, voie de développement de l'être, de développement d'eux-mêmes, de mieux-être ou de bien-être ou de thérapie ou de soins ou de prendre soin de soi et mince, je disais ça pourquoi? Parce que, Bah, si je peux me permettre, je rebondis parce que ce que je trouve très intéressant, donc quand tu décris comme ça cette forme de conscience, tu vois là, tu donnais l'exemple des carottes, ce qui est aussi très intéressant. Moi, ça me fait appel aussi à quand on est, enfin, la vie est des équilibres, hein, et du coup,
notre capacité justement à trouver cet équilibre, à ce qu'on appelle aussi la capacité de s'auto-réguler, ce qu'on appelle l'homéostasie. C'est-à-dire que quand finalement on a des chemins qui peuvent être obstrués par les toxines qu'on appelle ama en Ayurveda, donc ce qui n'est pas digéré, ça peut venir entraver à notre conscience, c'est-à-dire vraiment, comme tu expliquais tout à l'heure, finalement peut-être que j'ai envie de ça, mais que c'est pas tout à fait ça dont j'ai profondément besoin, dont ma conscience a besoin pour m'élever? Absolument. Je vais revenir sur cet état d'équilibre qui était justement, demandé dans la question que vous m'avez posée toutes les 2. J'ai retrouvé le fil de ma pensée pour une fois, donc je vais juste y aller. Pourquoi j'ai besoin de cette conscience et d'examiner chacun de mes jugements, de mes conditionnements, de mes préjugés? Hem, Comme je disais, la plupart des auditeurs sont probablement dans un chemin de développement personnel et on a beaucoup entendu qu'il faut vivre l'instant présent. C'est un synonyme de vivre les choses en conscience, c'est-à-dire que plutôt que d'agir sur des préconditionnements, sur des préjugés ou sur des pulsions qui me poussent à une action qui n'est pas réfléchie, je peux tout à fait le faire de manière reliée à moi-même, où je suis relié à une forme d'intelligence qui me guide vers tel aliment ou telle conduite, et cetera. Plutôt que de le faire sur, des choses que j'ai enregistrées dans ma mémoire, qui ne font donc pas partie du présent, mais qui font partie d'expériences déjà vécues, qui certes m'enrichissent et dont j'ai besoin, mais qui doivent, sans cesse être mises en lumière et réexaminées sous l'œil de la conscience, sous ce que moi j'appelle l'œil de la conscience témoin. C'est-à-dire que je peux, être dans l'action, pleinement dans l'action, tout en m'observant moi-même, en créant cet espace pour m'observer moi-même, être relié à ce témoin à l'intérieur de moi, ce maître intérieur qu'on pourrait appeler Purusha à l'intérieur de soi. Et pour revenir sur, l'idée d'équilibre, heu, pour moi, de ce que j'ai compris de l'Ayurveda, une des définitions de l'Ayurveda, de la santé, selon l'Ayurveda, c'est, svasta, à savoir l'équilibre. Et l'équilibre n'est pas, quelque chose de, comment dire? De stable, comme tu l'as bien dit, heu, tout est absolument mouvement dans le monde de la matière, tout est en mouvement permanent et donc l'équilibre se fait dans le mouvement. Et la conscience est elle-même en mouvement. D'ailleurs, je peux déplacer ma conscience où bon me semble dans mon corps et il existe des techniques yogiques ou autres pour même déplacer sa conscience, bien au-delà du corps. Et la question, c'est, le mouvement juste, en fait, ici. Effectivement, si je prends tel ou tel aliment, il est là pour faire quoi? Est-ce qu'il est là pour nettoyer quelque chose dans mon corps? Est-ce qu'il est là pour le nourrir? Et là encore, l'Ayurveda nous offre, une, un savoir tellement immense, de ressources sur, comment bien manger pour moi, pas pour les autres, mais pour moi, à savoir, qu'est-ce que j'ai besoin de manger en fonction de comment je me connais, comment j'ai conscience de moi et ça, c'est vraiment une grande richesse de l'Ayurveda, c'est qu'en fait, tout est tellement infiniment riche, c'est vraiment quand on met le nez dedans, franchement, c'est quand même incroyable parce que qu'on touche à l'alimentation, qu'on touche à la spiritualité, qu'on touche à la philosophie, qu'on touche, au massage, il y a, à chaque fois, de quoi s'alimenter pour toute une vie de connaissances et d'expériences pratiques surtout. Donc, pourquoi vivre dans la conscience de l'instant présent? Eh ben, je crois que c'est pour exprimer quelque chose qui, pour moi, est une définition de la santé, pour moi, à titre personnel, à savoir que la santé, pour moi, c'est l'expression de la joie et je crois que quand je vis les choses en conscience, je suis dans une forme de joie parce que je suis dans l'instant présent et à partir du moment où je suis dans l'instant présent, je ne suis pas embarqué dans mon mental qui, en même temps que je suis en train de manger, est déjà en train de penser à la chose qu'il va faire après ou, à ce que m'a dit ma collègue de travail hier. À partir du moment où je suis constamment dans l'instant présent, je peux consacrer du temps à examiner, ce que je vais devoir planifier pour demain ou, les choses qui m'ont touché hier, mais je dédie un espace qui est consacré à ça, je suis capable de fermer cet espace et ensuite quand je dois agir, que ce soit manger ou aller voir quelqu'un ou discuter avec quelqu'un, je suis pleinement dans ce que je fais et bien souvent la résultante de cette action, c'est de savoir de vivre en conscience, c'est qu'on exprime une forme de joie ou en tout cas de sérénité ou quelque chose de présence. Ouais, je pense que le mot présence est assez juste, présence comme le présent et d'ailleurs le présent est un cadeau. Merci Arnaud. J'aimerais compléter aussi ce que tu viens de partager et ce que tu as soulevé toi aussi Mathilde au travers de cette notion d'obstruction et donc de toxines.
En fait, lorsque on commence à s'intéresser à l'Ayurveda et donc à cette connaissance et donc forcément à cette forme de je suis conscience, on vient à un moment donné mettre en lumière des potentielles toxines. Donc potentiellement ama qui existe dans notre corps. Et lorsque ama est présente dans le corps, on parle de quelque chose qui recouvre la connaissance et donc qui recouvre la conscience. Donc, lorsque on observe finalement et qu'on constate que ama est là et que la connaissance est recouverte, on peut alors aussi observer que la connaissance de nous-mêmes est recouverte et donc que notre conscience, que notre état de conscience est lui-même altéré. Et c'est là où ce que tu as dit, Arnaud, tout à l'heure, au travers de l'adaptation et donc notre capacité à nous adapter est extrêmement importante puisque on parle en Ayurveda aussi de certaines personnes qui sont Shukumar. Donc Shukumar, ça veut dire comme des princes. Et donc, lorsque l'on vit comme des princes, eh bien, en fait, on perd cette capacité d'adaptation. Ce qui fait que le corps, qui est un organisme vivant et qui est donc dans une dynamique organisationnelle constante, en fait, perd son intelligence quelque part et donc sa connaissance de sa propre capacité d'autorégulation est elle-même recouverte. Dès lors que l'on recommence à amener de l'inconfort, il y a quelque chose qui se remet en mouvement et donc où on se met dans l'inconfort par l'extérieur, il y a une adaptabilité qui est demandée et donc il y a une remise en mouvement du mouvement de la conscience et donc de notre état d'être de conscience. Et donc peut-être quelque chose qui se découvre par rapport à la connaissance de nous-mêmes et justement de cet état de conscience. Et pour faire aussi un autre pont avec l'Ayurveda sur ce que tu as dit tout à l'heure, au travers de toutes ces préjugés qu'on intègre finalement au fur et à mesure des expériences, en Ayurveda, finalement, Buddhi, donc le discernement, repose sur trois entités que l'on appelle en sanskrit, pour faire simple, il y a du coup 10, Smruti et Dhruti. Et en fait, ce sont trois, on va dire, quelque part, étapes lorsque on se met en lien entre l'extérieur et l'intérieur. Donc, on vit une expérience. De cette expérience naît une mémoire qui s'intègre quelque part. Et lorsque l'on revit des situations qui évoquent cette mémoire, il y a ensuite ce discernement, c'est-à-dire cette lumière qui vient éclairer la situation. Et là, on se rappelle de ce qu'on a fait comme expérience la dernière fois et arrive ici la troisième entité qui va être celle de la volonté. Est-ce que je répète le même fonctionnement, le même comportement, le même choix? Ou alors, est-ce que par la lumière de mon discernement et donc par la lumière de la connaissance et de mon état de conscience, peut-être je change ma décision et donc mon action. Et là, je viens stimuler ma capacité d'adaptation. Oui, merci. Ça me fait penser à ce que disait Einstein où il disait comme ça, il faut vraiment être idiot pour croire que répéter un comportement plusieurs fois, je vais arriver à un résultat différent, quoi. Oui. Bon. Mais oui, oui, absolument, mais absolument et ouais, ce que tu viens d'évoquer, c'est ce que j'essayais de traduire tout à l'heure dans le sens où à chaque fois qu'on ouvre une porte avec l'Ayurveda, en fait, on se rend compte que tout est parfaitement décrit et qu'on a sans cesse des balises et des repères pour aller vers la connaissance de soi, notamment dans le fonctionnement de soi, avec ce que tu viens d'évoquer. Ouais. Sur le début de ton intervention aussi, je voulais rebondir là-dessus, sur, tu vois, l'idée que la conscience peut être recouverte, et cetera. Donc la conscience et tout le domaine de la psychologie et de la santé en général, pourquoi on fait ces chemins-là? Tous, l'objet principal de la psychologie, de la santé, c'est éviter la souffrance. C'est vraiment, on va dire, bah, voilà, le moteur principal en fait, hein, qui nous fait poser toutes ces questions.
Et je crois que c'est dans les Yoga Sutras que c'est énoncé, mais bon, c'est dit dans je crois toutes les philosophies aujourd'hui, toutes les traditions, toutes les cultures, que la racine de la souffrance est une illusion. Et une illusion, c'est bien quelque chose qui masque la conscience, qui nous fait prendre des vessies pour des lanternes, quelque chose qui nous fait aller vers quelque chose qui n'est pas bon pour nous. Alors ça, il peut y avoir, plusieurs processus, mais effectivement, l'illusion nous guide vers un comportement, non juste. Qui dit non juste, dit, non, porteur de santé pour nous. Et donc, cette souffrance, quand elle se manifeste, peut provoquer, de la maladie. Et là, on peut, essayer peut-être, comme on l'a fait tout à l'heure, essayer d'utiliser le langage comme un art pour essayer de voir un peu tout ce que ça peut nous raconter, tout ça. Moi, j'aime beaucoup, si on peut faire cette parenthèse, là, maintenant. Je trouve que la conscience, alors la conscience, on a beaucoup parlé de la conscience, mais la conscience de quoi? Donc la conscience de soi, oui. La conscience a des facultés, on l'a dit, la faculté de discernement, la faculté de mémoriser aussi, on a évoqué, la faculté de désirer aussi, et la volonté, on pourrait presque les rapprocher sur le même plan parce que le désir et la volonté sont de 2 appétits. On appelle ça des facultés appétitives, dans le sens où c'est un mouvement qui part de l'intérieur de soi vers l'extérieur. Et là, quand on parle de mouvement, je pense que tous les gens qui connaissent l'Ayurveda font des liens avec l'Ayurveda, évidemment. Et il y a une autre faculté de la conscience qui est, vraiment, un pôle, important, c'est celui du langage, notre capacité à nous exprimer et à créer du lien entre nous. Et donc si on revient sur la maladie, je pense que, aujourd'hui, c'est vraiment rentré dans le langage courant, dans la culture courante, qu'on peut découper ce mot en «le mal a dit». C'est-à-dire que le mal s'exprime et que le mal, même lui, si on le retourne, ça fait l'âme. C'est-à-dire que le mal a dit, si on le retourne, c'est «à l'âme», le «à» étant peut-être un «a» privatif, comme le fait le français, comme le fait aussi le sanskrit. En voilà un mot, en voilà un concept de langage, qui appartient aussi bien au français qu'au sanskrit, c'est le «a» privatif. Et donc peut-être que la maladie, c'est simplement le fait d'être coupé de son âme. Et donc quand on est malade, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va se soigner ou est-ce qu'on va guérir? Ça, c'est quelque chose qui est important. Je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas que l'inconscient est très sensible au langage. Il est lui-même structuré comme un langage et il n'entend pas comme nous, on entend dans nos oreilles. C'est-à-dire que, il entend des choses que nous ne percevons pas parfois. Donc est-ce que nous allons nous soigner ou guérir? Sachant que soigner, ce serait nier le soi, et guérir, ce serait être gai et rire. Alors peut-être que dans guérir, on a déjà la solution de comment se soigner. Parce que nier le soi n'est certainement pas la solution. Le soi, on n'en a pas parlé, ça serait peut-être quand j'ai parlé de l'esprit tout à l'heure, c'est-à-dire une réalité ontologique qui serait, notre maître intérieur ou notre Dieu intérieur, ou l'esprit immanent de Dieu en soi, ou Purusha en tant que moi cosmos. Chacun y mettra ce qu'il veut. Moi, je précise ici que je ne suis pas religieux, je n'ai pas de tradition spirituelle particulière. J'ai une vie spirituelle bien animée, mais je n'appartiens à aucun courant religieux. Mais je ne suis pas du tout gêné par le mot Dieu et j'aime beaucoup l'employer parce que je le trouve très commode. Donc est-ce que nous allons plutôt nier le soi ou plutôt être gai et rire pour aller vers la santé? Heu, Ça, c'est une vraie question à se poser et je pense que les mots qu'on emploie, vous le savez, ont des conséquences. Heu, Si par exemple, j'arrête pas de dire que, heu, un tel me saoule, et ben, je risque d'avoir l'esprit embrumé à force de le répéter. Je pense que beaucoup d'entre nous, notamment vos auditeurs, ont pris conscience de ces choses-là. Et donc quand on dit: «J'ai mal», parce que le mal s'exprime, bien souvent, le mal, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il sort par le corps parce qu'il ne pouvait pas s'exprimer avant. Mais ça veut dire qu'il est déjà là depuis longtemps. Ça veut dire qu'avant même que la maladie arrive, le mal ou en tout cas le déséquilibre s'est déjà installé. Et là, franchement, c'est pareil quand on étudie l'Ayurveda et qu'on on étudie ce processus de la maladie avec ces 6 étapes, on se rend compte que bien avant l'arrivée d'un symptôme, d'une pathologie, en fait, il y a plein d'étapes qui nous permettent d'identifier justement un déséquilibre et donc, du coup, de s'observer, de prendre conscience de son corps, des actes qui nous ont conduits à ce déséquilibre et donc du coup de prévenir la maladie, de l'empêcher de se manifester puisqu'on va aller se rééquilibrer.
Et donc, là, on parlait de l'importance de la conscience tout à l'heure. Pourquoi la conscience? Eh ben, par exemple, pour rester en bonne santé. Merci l'Ayurveda pour ça, pour nous donner tous les outils nécessaires pour, pouvoir le faire. Mmh. Et donc, si on continue un petit peu sur le langage et la santé, on pourrait le faire. Il y a par exemple, je trouve certaines maladies où on peut découper les mots comme ça et c'est très parlant. J'en ai noté quelques-unes parce que je les trouve, vraiment chouettes. Regardons l'arthrose par exemple. L'arthrose, on pourrait découper le mot en art, comme artiste et oser. Donc l'artiste, l'artisan, il y a quelque chose de l'ordre de l'action et oser, eh bien, j'ose et donc peut-être que l'arthrose qui se manifeste dans les articulations, c'est-à-dire ce qui nous permet de nous mettre en mouvement et de réaliser des actions, peut-être que l'arthrose, c'est quelqu'un qui développe de l'arthrose, c'est peut-être quelqu'un qui a du mal à se mettre dans l'action, à oser vivre pleinement sa vie et qu'il s'empêche lui-même de réaliser ses actions. Ça donne presque un joli mot, je trouve, du coup, l'arthrose, Mais de d'oser absolument. l'art, c'est très int Mais tous les mots sont jolis honnêtement ouais. quand on prend le temps ouais, quand on prend le temps de les vivre à l'intérieur Ouais, de soi. super, mais merci beaucoup Arnaud pour tout ce que tu nous décris, c'est vraiment passionnant, mais j'ai vraiment envie de te poser, la question de est-ce que tu peux nous dire du coup sous quelle forme et quels conseils ou astuces pratiques on peut, p qui va nous permettre de remettre la conscience dans notre quotidien, des choses finalement un peu concrètes parce que voilà, je on peut tous se dire, «J'ai conscience que c'est pas bien, mais je le fais» et qu'est-ce que je peux Mmh. faire pour, un peu comme un muscle finalement pour le travailler au quotidien. Est-ce que tu as des conseils et astuces, pratiques à nous donner? Absolument, absolument et si vous voulez, on peut peut-être, si vous êtes d'accord, prendre, 5 minutes pour, faire un exercice ensemble et comme ça les auditeurs, ils pourront le faire, en même temps, que nous et peut-être même, le réécouter à loisir. Heu, des exercices pour, être plus enraciné dans sa conscience, être plus conscient ou ancrer sa conscience dans le corps, à savoir dans la matière, à savoir dans l'instant présent. Il en existe plein. Vous connaissez tous le yoga, vous connaissez tous, le qigong, vous connaissez tous, différentes méthodes de relaxation, vous connaissez tous Mmh. l'art et il existe mille et une façons de le pratiquer. Effectivement, comme tu l'as bien souligné, ça fonctionne comme un muscle. Ça, la PNL, nous l'a bien montré, à savoir que, donc par exemple, si on prend, l'idée d'un enfant qui fait du vélo, la première fois, c'est très difficile. Il se dit qu'il n'y arrivera jamais parce que c'est trop dur et beh, plus il va répéter l'exercice, à la fin, aujourd'hui, je pense que n'importe qui fait du vélo sans même y penser. On peut même, lever une main, dire bonjour et faire tout un tas de choses en même temps, tellement c'est devenu automatique. À savoir que c'est un peu moi, on m'avait donné cette idée que pour créer un mouvement ou une action, ce qui se passe dans la matière, dans notre matière, on va créer des connexions neuronales et donc, la première fois qu'on crée quelque chose, un nouveau mouvement, une nouvelle action, eh bien, on va créer une connexion neuronale. Il n'y en aura pas beaucoup, il n'y en aura que quelques-unes peut-être. Sauf que plus on va répéter cette action, plus on va répéter, ce qu'on est en train de faire, plus ces petites connexions neuronales vont, être de plus en plus nourries et plus les connexions vont se multiplier. Un peu comme si je devais tracer un chemin dans la forêt. La première fois que j'y passe, c'est difficile et puis plus j'y passe, plus ce chemin devient un sentier qui devient lui-même une autoroute et du coup, plus on va accéder finalement à notre destination avec facilité et avec rapidité. Mmh, OK, super, merci. Est-ce que du coup, on est prêt à Ouais. faire un petit exercice? Alors, est-ce que cet exercice est faisable en voiture, si les gens écoutent le podcast en voiture? Bah, en fait, ça dépend si alors, on va faire, en fait, ce qu'on appelle, parfois un body scan ou une sophronisation de base. OK. Donc, si c'est un exercice que vous connaissez, que vous avez déjà pratiqué plein de fois, bien sûr qu'on peut le faire en voiture. Si c'est la première fois, peut-être qu'il vaut mieux être, totalement disponible pour l'expérience. OK. Et donc, écoutez, si vous le souhaitez, alors dans ce cas-là, vous pouvez déjà vous installer confortablement. Ça peut être assis, allongé, ça peut être debout. Simplement, voilà, ouvrir cet espace pour vous où pendant quelque temps, on va faire, heu, une activité propre à la conscience, c'est-à-dire le retournement des sens vers l'intérieur de soi. Et comment pratiquer la vie en conscience? C'est d'être capable, de faire ce retournement des sens. Il se trouve que la plupart du temps, notre conscience est projetée vers l'extérieur de nous-mêmes. La clé, c'est de pouvoir de temps en temps la retourner vers nous-mêmes pour apprendre à nous connaître nous-mêmes. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc, si vous le voulez bien, vous allez déjà simplement prendre une posture
confortable, assis, debout ou allongé. Et puis une fois que vous avez trouvé votre position, peut-être simplement prendre quelque temps pour respirer et être avec votre souffle. Et peut-être même prendre conscience de votre souffle. Pour ça, on peut vraiment se focaliser notre conscience, notre attention sur les sensations physiques du souffle, à savoir l'effleurement de l'air à l'entrée des narines, percevoir sa température. Est-ce que c'est froid? Est-ce que c'est chaud? Peut-être que c'est froid en entrant, peut-être que c'est plus chaud en sortant. Et simplement respirer sans modifier son souffle. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à fermer les yeux ou les garder mi-clos. Un peu comme symboliquement, comme si justement on tournait nos sens vers l'intérieur de nous-mêmes. Et puis peut-être qu'on peut mettre un mot, une image ou une forme sur comment je me sens maintenant. Euh, Ce qu'on appelle parfois avec les enfants la météo intérieure, mais ça marche très très bien avec les adultes. Et puis, on va peut-être balader un peu notre conscience Heu, simplement pour justement prendre conscience de notre corps dans cet espace. Peut-être que on peut prendre, conscience des points de contact de notre corps avec le support. On peut commencer au niveau des pieds, sentir là où nos pieds touchent le sol, quelle surface est en contact. Sentir que ce support nous porte, que l'on est porté par l'énergie tellurique, l'énergie de la terre, qu'elle nous porte, elle nous supporte. Et puis si on est assis sur une chaise, Heu, les autres points de contact vont se situer probablement au niveau des cuisses, des fessiers, peut-être du dos. On prend conscience de ces points de contact chacun séparément. Si on est allongé, il y a également le dos, les omoplates, l'arrière de la nuque, l'arrière du crâne. Et une fois qu'on a fait le tour de ces points de contact, on essaie de globaliser, c'est-à-dire de sentir ensemble tout notre corps sur le support. Et là, peut-être que pour s'installer un peu plus confortablement dans ce support, dans cet espace, on peut accentuer un peu l'inspiration. Peut-être qu'on peut faire chacun à notre rythme 3 grandes respirations, simplement pour sentir que le corps se dépose un peu plus dans le support. Trouver un espace de confort, un espace heureux, sukha. Et puis là, on va percevoir ensemble, je fais l'exercice avec vous, que on peut consciemment détendre notre corps, le relâcher, le relaxer. Et pour ça, je vous invite à porter l'attention de votre conscience sur le sommet de votre tête. Et là, peut-être que vous pouvez sentir que le simple fait de porter votre attention à cet endroit-là, il y a déjà quelque chose qui se relâche, qui se détend, qui se relaxe. Et si c'est pas le cas, c'est OK. Et vous pouvez tout à fait choisir de volontairement relaxer cette partie-là. Et puis on va descendre un petit peu sur les tempes, sur l'arrière de la tête. On peut descendre au niveau du front, sentir que le front se déplisse de l'intérieur, il se détend, il se relaxe. Également au niveau des yeux, imaginez que vos yeux reposent comme dans leurs orbites, comme s'ils étaient accueillis sur des petits coussinets et qu'ils peuvent se détendre et se reposer, se relâcher à cet endroit-là. Et puis on suit au niveau des ailes du nez, les joues, et puis la bouche maintenant. Pensez à décoller la langue du palais et instantanément quelque chose se relâche au niveau de la mâchoire, de l'espace se crée, ce qui nous invite à poursuivre dans la gorge. Là aussi, autorisez-vous à respirer, à inspirer, donnez-vous de l'espace, relâchez la gorge. Puis portez votre attention maintenant sur vos épaules et également percevez si quelque chose peut se détendre, se relâcher. Et poursuivez au niveau des bras, des articulations du coude, de l'avant-bras, des poignets, de vos mains. Soyez pleinement dans vos mains. Percevez l'énergie qui fourmille, qui circule peut-être dans vos mains ou pas. Puis maintenant au niveau du torse, de la cage thoracique, et puis aussi au niveau du dos des omoplates. Percevez comment à l'inspire, cette cage thoracique s'ouvre, se desserre et retombe à l'expire.
Et poursuivez la sensation au niveau du ventre. Sentez comme le ventre se gonfle, se détend, se relaxe, se relâche. Et conduisez maintenant votre conscience jusque dans le fond de votre bassin. Et déposez-vous dans le fond de votre bassin. Et poursuivez maintenant au niveau des cuisses, des genoux, des mollets, des chevilles, des pieds. Et toute votre attention, toute votre énergie, tout votre souffle se situe maintenant au niveau de la plante de vos pieds. L'énergie suit la pensée. Vous êtes le maître de vous-même. Et puis peut-être maintenant, on peut prendre une minute pour travailler sur nos sens. Essayez simplement de percevoir les bruits les plus lointains qui vous environnent, peut-être à l'extérieur de la pièce dans laquelle vous vous trouvez, ou si vous êtes dehors, le plus loin possible. Vous percevez ces bruits. Puis maintenant, vous percevez les bruits un peu plus proches, peut-être ceux qui sont dans votre pièce. Et vous rapprochez encore les bruits que votre corps émet. Ça peut être votre souffle, le battement des paupières. Percevez ces bruits. Et puis maintenant, vous portez votre attention sur les bruits que produit votre corps à l'intérieur de vous-même. Et là encore, vous avez ramené votre conscience à l'intérieur de vous-même pour apprendre à vous connaître. Maintenant, on va se préparer à un retour vers l'extérieur. Et de la même manière qu'on se prépare à rentrer en nous-mêmes, il faut se préparer à sortir. Donc, préparez-vous à un retour à l'état d'éveil. Vous pouvez accentuer un peu l'inspire. Vous pouvez bouger les articulations, les doigts, les poignets. Et puis, si nécessaire, vous pouvez frotter vos plantes de pied sur le sol. Ça va avoir pour effet d'activer de la chaleur et de ramener, de réancrer la conscience dans le corps. Et quand ce sera OK pour vous, vous pourrez rouvrir les yeux. Donc vous voyez là où on vient de faire un exercice, je ne sais pas combien de temps ça a pris, j'ai essayé de le faire relativement rapidement. Si vous ne connaissez pas cet exercice, vous pouvez le refaire à loisir. Comme j'expliquais tout à l'heure, plus je pratique, plus c'est facile. C'est-à-dire que là, je vous ai guidé dans cette pratique, mais vous pouvez tout à fait devenir autonome à force de pratiquer. Et moi, aujourd'hui, c'est quelque chose que je fais plusieurs fois par jour. Et très rapidement, mon corps est relâché, mon corps est détendu. Et donc, je suis plus conscient. Et quelque chose qu'on a observé il y a déjà un peu plus d'un siècle, c'est monsieur Jacobson qui a étudié ça il y a un peu plus d'un siècle, c'est que si mon corps est relâché, ou je vais plutôt le dire dans l'autre sens, c'est-à-dire que si j'ai une tension dans mon corps, une tension physique, une tension musculaire, j'ai forcément une tension nerveuse qui va avec. Et donc si j'ai une tension nerveuse, j'ai aussi forcément une tension musculaire, une tension corporelle qui va avec. C'est-à-dire que par exemple, pour travailler sur l'apaisement de mon mental et de ma conscience, plus je relâche mon corps, plus ma conscience est détendue. Plus je relâche ma conscience, plus mon corps est détendu. Ça marche dans les deux sens. Donc voilà un outil clé en main, très facile à faire, que vous pouvez réécouter à loisir, que vous pouvez utiliser de manière autonome, écologique, gratuite et illimitée. Et voilà une des manières de faire, mais il en existe plein d'autres. Et voilà, vous pouvez le faire vous-même. Sur Internet, il existe des tas de guidages. Là, je l'ai fait un petit peu rapidement. Et puis après, vous pouvez très vite vous le faire pour vous-même. Merci. Waouh, merci beaucoup Arnaud. Effectivement, ça détend. Oui, ça, vous ne pouvez pas le voir, mais on a bâillé. Ah bah, j'en profite pour dire que le bâillement est un des réflexes naturels de détente, autant que le soupir, que le rire, le pleur, l'automassage aussi. Ce sont ce qu'on appelle les réflexes naturels de détente qu'on fait naturellement pour se détendre. Donc, comme dirait l'Ayurveda, ne retenez pas vos besoins naturels, ils sont au bénéfice de votre santé. Allez, on s'est pas retenu. Donc, développons la détente pour développer la conscience. Parfait. Parfait comme définition de fin de podcast. Merci beaucoup Arnaud. Est-ce que tu pourrais expliquer aux auditeurs qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui,
quelle forme prennent tes propositions d'accompagnement? Bien, en réalité, ça dépend de la demande des personnes qui viennent me voir. C'est-à-dire que, soit on se concentre vraiment sur quelque chose autour de la psychologie et là, on a 2 postures, soit celle, de la relaxation où on va être, dans l'expérience, comme on vient de le faire là et on est vraiment dans l'accueil de ce qui se vit et on est alors le mot relaxer, c'est un très vieux mot français qu'on utilise encore dans le vocabulaire juridique qui veut dire libérer. On dit relaxer un prisonnier, c'est le libérer et donc quand on est en psychologie dans cette, idée de relaxation, on cherche simplement à libérer les tensions, qu'elles soient, physiques, émotionnelles ou mentales et on ne cherche pas forcément à creuser. Ça, c'est plutôt ce qu'on ferait en thérapie et ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut faire, où là, on va plutôt essayer de un peu comme une pelote de laine qui serait emmêlée, essayer d'aller creuser. Donc là, c'est les 2 postures qu'on peut adopter en psychologie. Après, il y a des gens qui viennent me voir, vraiment pour les soins corporels et moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup développé là ces 2 dernières années. J'aime énormément le massage, je prends un plaisir incroyable dans le massage, où aujourd'hui, moi, je sais que je dis plus je fais des massages ayurvédiques ou des massages, ceci, cela. Je demande aux gens combien de temps ils veulent le massage. Ça peut être 1 heure et demie, 2 heures et demie et voilà, après il y a quelque chose qui va se jouer dans la relation. Ça, j'aime beaucoup et en fait, j'aime beaucoup alors il y a aussi les séances de réflexologie plantaire et je fais plus trop de séances uniquement dédiées de l'ayurveda. Moi, dans l'ayurveda, j'ai énormément rencontré mes limites en tant que, on va dire, naturopathe en ayurveda, si on peut appeler ça comme ça. Donc aujourd'hui, je propose plus de séances comme ça. Par contre, dans les accompagnements que je fais, que ce soit en réflexo, en psycho ou en massage, bien souvent, au travers de nos échanges, je vais pouvoir, grâce à l'ayurveda, approfondir quelque chose et proposer des conseils. Donc c'est plutôt comme ça que prend le côté, on va dire, naturopathie ayurvédique, prend cette forme-là aujourd'hui pour moi. Donc Parfait. voilà un peu comment je travaille. Merci beaucoup, Arnaud. Et est-ce que tu pourrais nous dire où est-ce qu'on peut te trouver, sachant que de toute manière, comme pour chaque épisode, nous vous mettrons toutes les informations dans le descriptif de l'épisode. Alors moi, je travaille sur la commune de Saint-Brévin en Loire-Atlantique, au bord de l'océan. C'est vachement bien. Voilà, j'ai pas du tout de j'ai pas du tout de réseaux sociaux, j'ai pas de Facebook, j'ai pas d'Instagram, donc j'ai un numéro de téléphone et une adresse email et éventuellement sur le site, Réflexo-Ayurveda ou ERPA, École de réflexologie plantaire ayurvédique, est une école dans laquelle j'interviens. Il y a également, une petite page sur moi et mes coordonnées. Oui, parce que Super. tu interviens aussi en tant que pour donner tous les cours de psychologie dans les formations aussi, qui est quand même une grande partie de ce que tu pratiques. Merci. Super. Parfait. Excuse-moi, vas-y, Julie. Nous vous écrirons tout ça dans le descriptif de l'épisode, évidemment. Voilà, comme d'habitude. Et pour terminer cet épisode, Arnaud, on va te demander 3 synonymes pour toi de l'Ayurveda. Ça, j'adore cette question parce que ça fait des années que j'y réfléchis. Bah, le 1er mot qui me vient spontanément en tête, ça serait le mot biologie et là, vous allez me demander pourquoi. Mais parce que étymologiquement, il est très, très proche. Ayurveda, souvent, on le traduit par science de la vie. Vous êtes d'accord avec moi, les filles, ou pas? Tout à fait. Tout à fait. Bon, science de la vie et donc en français, qu'est-ce qu'on aurait comme mot comme ça? Eh ben, biologie, bio, c'est la vie, le vivant et logie, qui est un mot grec, logos, on le traduit souvent par science ou langage ou connaissance. Donc en fait, on voit que le mot logos est très proche du mot Veda. Pour autant, ils ne sont pas pour moi synonymes. Veda d'ailleurs en latin a donné vidéo, a donné voir, donc tout à l'heure on parlait de voir, hein, voir c'est savoir, savoir c'est voir ça et donc le mot Veda, est très en lien avec le voir. Donc biologie, ce serait le 1er synonyme pour moi. Un 2e, ça serait peut-être, ce qu'on appelle dans la théologie chrétienne la théosis. La théosis, c'est l'idée que, l'être humain est fait pour s'éveiller. Il commence homme animal et au fur et à mesure de son évolution devient homme divin et pour moi l'ayurveda nous permet ça, c'est-à-dire de, nous rapprocher de notre conscience, de notre soi, de notre purusha, de notre, Dieu à l'intérieur de nous-mêmes, appelez-le comme vous voulez, mais pour moi l'ayurveda permet ça et peut-être un autre synonyme, ça serait, un courant philosophique, qu'on appelle l'hermétisme ou plus précisément la partie, alchimie, spagyrie parce que, tout comme l'ayurveda, c'est une science totale qui englobe tout
Et pour moi, en fait, ça a beau être 2 traditions différentes, en fait, c'est vraiment tellement proche l'une et l'autre. Bon, j'imagine que j'ai pas trop le temps de développer, donc je vais pas le faire. Il y a un autre mot que j'aime bien, parce que vous m'avez dit 3, mais je vais en dire un 4e. Il y a un mot que j'aime bien, c'est, persévérer ou percevoir. Persévérer, c'est, percer et vous verrez. Percevoir, c'est voir d'une vue perçante et je crois que c'est un peu ce qu'on a décrit, aujourd'hui avec le phénomène de la conscience. Et Très puis un dernier mot, on a parlé de l'expression de la joie comme étant la santé, pour moi, en tout cas, selon moi, c'est vraiment un des facteurs de santé. Il y a un mot que j'adore depuis des années, c'est le mot enthousiasme et le mot enthousiasme qui décrit aussi quelque chose de l'ordre de la joie, tout ça, du vivant. Quand on regarde son étymologie, c'est le divin à l'intérieur de soi ou c'est l'inspiration divine. Donc ouais, je pense que l'enthousiasme pourrait être un bon synonyme de l'Ayurveda également. Mais j'en ai plein d'autres, mais je m'arrête là, c'est promis. Va falloir faire un autre. Peut-être, oui. Pardon. Vas-y. J'allais dire, on te réinvitera volontiers. Ouais, c'est ce que j'allais Ouais, dire. avec plaisir, avec plaisir. Et alors, pour terminer, est-ce que tu peux nous donner ta plus grande difficulté avec l'Ayurveda? Oui, Une. oui, une seule. J'en ai exprimé une tout à l'heure où j'expliquais que j'ai touché mes limites, moi, dans le côté naturopathie et pourquoi ma plus grande difficulté, en fait, ça serait que, heu, ce qui me manque aujourd'hui dans l'Ayurveda, c'est la capacité d'être en lien avec des maîtres en Ayurveda, maîtres dans le sens de maîtrise, hein, des gens qui sont vraiment, ouais, voilà, vraiment des maîtres, des bons Vaidyas, des gens qui servent de guide, en fait. Moi, c'est ce qui me manque le plus aujourd'hui, c'est-à-dire que l'accès à la connaissance, les bouquins, ça va pas suffire, en fait, ça c'est clair, quoi. Donc en plus, enfin, surtout l'Ayurveda, c'est vivant, donc il faut une relation, quoi, d'humain, quoi. Donc j'ai la chance d'avoir rencontré depuis quelques mois un super Vaidya et malheureusement, il est loin et ça suffit pas, mais c'est déjà super et voilà, ma plus grande difficulté, c'est que c'est pas suffisamment développé en France, en fait et que du coup, on est parfois, dans des eaux troubles quand on expérimente des choses sur soi ou avec ses clients qui nous accordent leur confiance. Voilà, ce serait ça. Magnifique. Merci beaucoup pour tous ces partages, ce voyage aussi au travers du langage qui nous ont beaucoup éclairés et qui, je suis sûre, en tout cas comme moi, viennent nourrir notre vision et donc ce que je vois et donc évidemment ma conscience. Donc c'était vraiment une très grande joie et un très grand plaisir de t'écouter et puis de te recevoir à nos côtés. Il va falloir Merci. qu'on écoute plusieurs fois cet épisode. Moi, je sens le besoin de réécouter plusieurs fois cet épisode pour intégrer tout ce qui a été dit, bien comprendre, Moi digérer. aussi. Ah ouais, j'espère que ça a été clair. J'espère vraiment que d'avoir réussi à être clair parce que c'est vrai que parfois je digresse un peu. J'espère que j'ai réussi à garder un fil conducteur et écoutez, moi j'irai voir sur vos réseaux s'il y a des commentaires, s'il y a des gens qui ont trouvé ça clair, s'il y a des gens qui ont pas compris et que, en fonction de ce qui se raconte, en commentaire, on verra si on peut faire quelque chose, on verra. On te transmettra ça. Très bien. Super. En tout cas, encore une fois, un grand merci. Merci à vous tous d'être présents aussi à nos côtés, de nous permettre ces échanges inspirés et inspirants. Nous vous souhaitons de marcher aux côtés de votre conscience. Et puis, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt. Merci beaucoup. Tu as aimé cet épisode ? Dis-nous en commentaire ce qui t'a plu. Puis, clique sur le 5 étoiles de ta plateforme d'écoute préférée, abonne-toi et fais-le voyager. Tu es curieux ? Découvre les packs Sommet Ayurveda qui contiennent des dizaines de contenus vidéo, audio et PDF, disponibles sur notre site internet podcast-ayurveda.com. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode.